Je ne sais pas si on m'entend là. Oui. Je vous demande pardon. En fait, je suis complètement à côté de la plaque. J'ai rien compris au film. Donc, on me dit, c'est une table ronde. Alors, moi, je me dis, formidable, une table ronde, je prépare une intervention. Et c'était pas du tout, j'étais pas du tout raccord avec le registre des questions et des réponses, le truc un peu vivant, etc. Bon. Je me suis aperçu de ma méprise beaucoup trop tard pour rectifier le tir. Donc, je fais un truc spécial. Je suis dans la table ronde, mais j'y suis pas. Vous voyez, je fais la jointure, ou je fais l'entracte. Voilà, je fais l'entracte. Et alors, en fait, au début, je voulais t'écrire une lettre, Anas. Ben oui, je te vois. Enfin, pas bien, mais je te vois. Donc, ça commençait, mon cher Anas. Et bien, je lui dis non, ça ne va pas. Mon pauvre Anas. J'ai recommencé. Parce que tu vois bien, tu es rebeu, tu es communiste, tu soutiens le peuple palestinien, tu es antisioniste. Toutes mes félicitations. Hein. Tu coches absolument toutes les cases de l'époque. Tu l'as merveilleusement choisi. T'es vraiment t'es un cador. Bon. Et alors, j'en étais là et je me suis dit, ah ben c'est ça qu'il faut creuser. Je veux dire, tu es un cador. Mais tu es un cador de quoi? Bon. La première réponse évidente, hein, tu es un cador du pédigré. Bon, tu vois bien, tu as le pédigré total, parfait, pour finir comme gibier de commissariat ou de palais de justice. Donc, ma première idée, c'est tu es un cador de la synthèse. Tu es une synthèse politique sur pattes. Alors, je vais le redire, mais comme d'habitude, en plus alambiqué. En fait, tu es comme la condensation personnifiée d'une situation qui est déjà elle-même une extraordinaire condensation. Parce que moi, c'est ce qui me frappe dans Gaza, c'est sa puissance de condensation absolument inouïe. On entend la question, souvent très chargée d'arrière-pensée hypocrite, mais pourquoi vous vous intéressez qu'à Gaza, pas aux Ouïghours, au Soudan, etc., etc. Mais précisément parce que Gaza, c'est un condensateur sans équivalent. Tout vient s'y précipiter, tout vient s'y fondre, et à toutes les échelles, temporelles comme spatiales. Dans Gaza, par exemple, il y a le naufrage de la prétention civilisationnelle occidentale et la réalité de son histoire prédatrice et meurtrière. Dans Gaza, il y a le monstrueux dérèglement européen de la Shoah, mais jamais liquidé. Alors impossible ici de ne pas penser à Césaire. Alors je cite Césaire. « Ce que les très distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle ne pardonnent pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. » Dans Gaza, il y a aussi, comme l'ont montré Sonia Feynman, Béatrice Orès et Michel Sibony, il y a la transfiguration de l'antisémitisme européen en philosémitisme, comme d'habitude beaucoup trop ostentatoire pour être honnête. Et donc Shlomo Sand, parlant alors en tant que juif, a donné la formule sans doute la plus lapidaire en disant ceci: « Les Européens nous ont vomi sur les Arabes ». Dans Gaza, il y a le déboussolement porté à son comble, quand l'État représentatif d'un peuple qui a subi le génocide commet un génocide à son tour. Quand les dirigeants d'un peuple, pour le martyre duquel a été forgée la catégorie de crime contre l'humanité, sont poursuivis pour crime contre l'humanité à leur tour. Dans Gaza, enfin, il y a un dernier élément qui entre dans le mélange en fusion et qui n'est pas le moindre, et c'est essentiellement celui-là que je voudrais parler. Si étonnant que ça puisse paraître, Gaza vient potentialiser des situations nationales de classe, dans une conjoncture très particulière de crise organique du capitalisme. On ne comprend rien, me semble-t-il, à la violence faite au soutien de la cause palestinienne, à la criminalisation des faits et gestes de ce soutien si l'on ne regarde que Gaza isolément et si l'on n'a pas en tête ce paysage de classe et de lutte des classes. Donc si l'on ne voit pas que cette criminalisation circonscrite a priori offre l'occasion inespérée d'une criminalisation étendue, celle de toute contestation de l'ordre bourgeois. Car la bourgeoisie, elle, a très bien compris ce qui se joue pour elle à Gaza, ni plus ni moins que la préservation de son hégémonie. On ne comprend donc rien aux intensités paroxystiques qui environnent Gaza si on n'y inclut pas les enjeux fondamentaux que la bourgeoisie y engage. Or, il y a un connecteur de toutes les données hétérogènes de cette conjoncture, qui est devenu, par coalescence, internationale et nationale, indistinctement. Et ce connecteur, c'est le signifiant arabe. Le arabe, dont la variante génocidaire du sionisme a fait un objet à écraser, résonne immanquablement avec le arabe de l'islamophobie nationale. Dans un cas comme dans l'autre,
arabe est identiquement le mauvais objet à expulser et à détruire pour restaurer la paix des dominants. Le paradoxe du signifiant arabe dans notre conjoncture nationale, c'est qu'il n'est presque jamais prononcé comme tel, alors qu'il y est devenu centralement agissant, symboliquement et politiquement. Mais on sait en psychanalyse que les mots non dits, les mots absents sont parfois les plus présents et les plus chargés de pouvoir organisateur. Alors par un mécanisme en fait très classique et que vous connaissez fort bien, les contradictions de l'accumulation du capital que les institutions politiques bourgeoises ne sont plus capables de réguler, elles s'en déchargent sur un groupe social élu comme réceptacle de ces tensions non accommodées, qu'elles métamorphosent en tensions raciales violentes. Tout ça est parfaitement connu, mais ici il faudrait ajouter un mot à propos de ce mécanisme auxiliaire très caractéristique qui conduit à adhérer viscéralement à des idées d'abord épousées sur un mode opportuniste pour leur propriété fonctionnelle, en quelque sorte, dans une situation politique donnée. De là que le racisme anti-arabe, d'abord solution politique instrumentale de la bourgeoisie, est devenu sa passion la plus authentique. Et pour finir, son véritable ciment moral. Le trait le plus saillant d'un portrait moral de la bourgeoisie politique et médiatique d'aujourd'hui, c'est son racisme. Et voilà que survient l'événement Gaza. Alors tout se connecte, même à longue distance, même des éléments qui en première instance sembleraient étrangers les uns aux autres. L'énormité historique du crime israélien appellerait normalement la réprobation universelle, donc de prendre parti sans réserve pour les populations arabes massacrées à Gaza. Mais alors, au risque de mettre en péril la solution politique domestique, anti-arabe. Pour la bourgeoisie, c'est tout à fait impossible, puisque la préservation de ses intérêts hégémoniques passe avant toute autre chose. Tout entre alors en résonance. Le philosémitisme factice de la bourgeoisie, forme supposément expiatoire, en fait simplement invertie, de son antisémitisme criminel des années 30-40. Son philosémitisme commande son ralliement à Israël, et ceci avec d'autant plus de fanatisme que ce ralliement vient préserver et même consolider la chose précieuse entre toutes, la solution domestique anti-arabe. Et ceci tout en facilitant la répression générale des forces de gauche qu'on peut attaquer sur des motifs entièrement fallacieux, d'antisémitisme ou d'apologie du terrorisme, pour recouvrir les motifs réels, bien sûr, car ce sont des forces engagées contre l'ordre bourgeois, dans une situation de contestation de l'ordre bourgeois. Alors se produit un phénomène politique global absolument fascinant, où les époques et les espaces entrent en communication et semblent passer les uns dans les autres. Et de ce creuset, nous voyons émerger les trois côtés du triangle de l'ordre bourgeois d'aujourd'hui, révélés donc par Gaza. Premièrement, le pouvoir du capital à maintenir et la guerre de classe radicalisée en situation de crise. Ça, c'est la base. Deuxièmement, le philosémitisme opportuniste de la bourgeoisie. Troisièmement, son racisme anti-arabe comme solution politique de restabilisation. Trois côtés d'un triangle, au milieu duquel on ne trouve plus que déchéance morale et violence politique, complicité génocidaire par défaut et policiarisation des opinions non conformes. Rappelons ici que catastrophe signifie étymologiquement renversement. À cet égard, on peut bien dire que la situation est catastrophique. En effet, tout y est renversé. Le RN, noyau radioactif d'un antisémitisme invétéré, passe pour l'ami des Juifs. L'antisionisme devient l'unique figure de l'antisémitisme, alors qu'il est l'unique rempart contre l'antisémitisme, puisqu'il offre le seul moyen de découpler les Juifs de leur état génocidaire et de ne pas leur faire porter indistinctement le crime de Gaza. Le soutien aux victimes du crime devient le crime. Et pour finir, bien sûr, le fascisme, c'est de s'opposer au fascisme. Alors je finis par où j'ai commencé. Et toi là-dedans, Anas? Eh bien, tu es la figure de ce qui marche sur ses pieds dans un monde qui marche sur la tête. Et comme tout est inversé, on dit bien sûr que c'est toi qui vas à l'envers. Alors que tu es par excellence l'anticatastrophe au cœur de la catastrophe. Il faut décidément de la force d'âme pour se tenir à l'endroit dans un monde renversé. C'est que l'hégémonie sur la tête est bien décidée à faire payer cher ceux qui osent encore rester sur leurs pieds. Alors, avec un supplément de hargne, qui est peut-être la marque d'une confuse mauvaise conscience, elle tombe sur ceux qui osent, et dans tous les secteurs. De la politique à l'université, en passant par le syndicalisme, et même jusque dans les milieux du spectacle. On n'en finirait pas de dresser la liste de ceux qui payent pour avoir eu raison trop tôt, et dont l'histoire dira qu'ils avaient eu raison à temps. Car il ne faut pas en douter, la honte et l'opprobre vont changer de camp. Toute la propagande du monde ne pourra rien contre l'irrésistible vérité de ce qui s'est commis à Gaza.
ni contre celle de tous les propos génocidaires par connexité. Chaque fois qu'ils auront tenté de nier ou de minimiser, voire de demander qu'Israël aille plus loin encore, et comme l'aura dit un personnage 2 fois misérable, de finir le boulot. Ces gens-là finiront ensevelis sous une honte historique. Mais notre tâche est de ne pas attendre le futur verdict de l'histoire pour qualifier adéquatement les faits et gestes ignobles de cette bourgeoisie, mais une fois qu'ils auront été accomplis. Notre tâche est de lutter pour que cette vérité soit universellement reconnue maintenant. Si pénible qu'en soit l'épreuve, c'est aussi cela que permet peut-être ton procès, Anas. Je crois que les gens qui te poursuivent sont encore plus bêtes qu'ils ne sont méchants, ce qui n'est pas peu dire. Ils sont même tellement bêtes que, agents patentés du renversement, ils vont finir à force d'outrance par renverser leur propre renversement. De sorte que de leur vérité sur la tête pourrait peut-être finir par sortir la vérité sur ses pieds, telle qu'elle te rejoindra, toi, puisque tu n'as jamais cessé d'être debout. Alors voilà, merci, non plus mon pauvre Anas, mais mon cher Anas.